Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire qui a bien sûr pour objet la société donc Clara Nova. Voilà, donc le webinaire va être animé par le directeur général en poste, donc Éric Garot, et le directeur administratif et financier que vous voyez à l'écran également, c'est Xavier Roro. Donc voilà, donc bien sûr, ils vont faire peut-être un tout petit historique peut-être de la société Clara Nova, parce que je pense qu'avec à l'origine, il y avait AvantQuest, tout ça, je crois qu'ils cotaient en bourse notamment. Voilà, donc il avait été créé à l'époque en 1984 et qui cotait. Donc voilà, donc Xavier et Eric sont là pour nous rappeler un petit peu l'historique et bien sûr, surtout, les perspectives pour les années à venir. Pourquoi ce webinaire? Pourquoi, voilà, un petit peu éclairer sur les différents marchés, les différents produits, peut-être les différents soucis qu'il peut y avoir aussi aujourd'hui. On en parlera peut-être avec, ou pas, avec l'arrivée de Trump. Donc, du coup, notamment aux manettes, on va dire, aux États-Unis, puisque quand même pas mal de pourcentage du chiffre d'affaires de la société se fait aux États-Unis. Mais bref, je vais laisser la parole à Eric et Xavier, puisqu'ils sont plus à même, bien sûr, de vous expliquer tout ça. Écoutez, bonjour Eric, bonjour Xavier, bienvenue pour ce webinaire. Donc, je vais vous laisser la parole et puis donc moi, je serai simplement l'intermédiaire entre les questions des participants et vous. Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Christian, merci pour cette introduction. Bonjour à tous, c'est un plaisir aujourd'hui d'avoir l'opportunité de s'adresser à vous. Vous noterez qu'entre moi et Xavier, nous partagerons certaines sections de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'aller directement dans la présentation et comme ça, on vous laissera un peu plus de temps pour poser des questions par après. Donc, qui est Clara Nova? Ouais, Clara Nova, c'est le leader ou un des leaders de la tech. C'est un leader mondial avec deux activités clés. Commerce électronique d'objets personnalisés, donc Planet Art, et un business d'édition de logiciels essentiellement en mode SaaS aux consommateurs, qui est AvantQuest. Donc, quelques chiffres clés pour vous donner une perspective. C'est tout près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sur le dernier exercice financier qui s'est terminé au 30 juin 2024. C'est 772 salariés répartis dans le monde. C'est 95% du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'étranger. C'est également 44% de femmes, donc 40% sont des managers. On commercialise nos produits dans plus de 160 pays dans le monde. Si on vous fait un focus, en fait, plus précisément sur chacun des business, donc Planet Art, le leader mondial de l'e-commerce des objets personnalisés, dans les chiffres clés qui, pour moi, frappent l'esprit, l'imaginaire, c'est un adulte britannique sur 3 et un adulte américain sur 6 sont des clients de Planet Art. Planet Art, c'est 365 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus d'une commande par seconde. C'est 73 millions de clients. Donc, vous voyez plusieurs de nos marques. On regarde essentiellement le business partagé en 3 segments. Évidemment, tout ce qui est la photo à travers des applis mobiles. On a également ce qu'on appelle des sites de spécialité et on a des sites, en fait, qui sont plutôt reliés à la personnalisation et le cadeau. Donc, la personal creation, par exemple, Café Presse et Gifts.com font partie de cette catégorie-là. Et vous voyez sur les différents supports ou les différents types de produits que nous offrons à la clientèle un peu partout dans le monde. Alors, juste une petite question de la part de Bernard, parce qu'il demande juste quelle est un petit peu l'origine de Clara Nova. Bon, il y a d'autres questions qui viendront après, mais est-ce que vous pouvez dire un tout petit peu l'historique? Je vois que Café Presse, apparemment, ça a été acheté en 2020. Il me semble, les Personal Creation en 2019 aussi. Puis après, il y a iCine aussi en 2021. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu l'historique de pourquoi Clara Nova? Voilà, un petit peu remonter un petit peu dans le temps pour expliquer à Bernard tout simplement. Oui, tout à fait. Donc, si on remonte à l'origine, c'est un groupe qui a été créé en 1984. Donc, à l'origine, la société a été créée sous le nom de BVRP ou BRP, Bruno Van Rib, et qui était le fondateur de cette boîte. C'est cette boîte qui a grandi très rapidement, développement de produits, essentiellement des produits reliés à l'entour du fax. Et après, la boîte s'est mise à faire de la distribution de logiciels de tierces parties, a grandi aussi à travers plusieurs acquisitions. Cette boîte s'est cotée, si je me rappelle bien, en 1996 sur la Bourse de Paris. Et elle a évolué, évidemment. Et il y a eu une transformation
de cette boîte qui a connu des heures de gloire, mais qui a aussi connu des heures un peu plus difficiles. Donc, si on remonte vers les années 2013, 2014, si je me rappelle bien, où on a fait une recapitalisation de la boîte à ce moment-là. Et puis, la boîte est repartie dans un nouveau cycle de croissance. Et ce n'est que quelques années plus tard, vers 2015, où à ce moment-là, on s'est mis à investir et à diversifier les produits. Donc, l'arrivée de Planet Art et de MyDevices. Donc, c'est un peu l'ADN et l'histoire de croissance et de progression de Claranova. D'accord. Donc, Planet Art, après, je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a Planet Art, il y a AvantQuest et il y a MyDevices. Voilà, exactement. Donc, avant de vous parler, disons, on a quelques vidéos aussi pour animer un peu aujourd'hui. Donc, là, spécifiquement, Planet Art, on a une vidéo sur Planet Art qui vous donnera un peu cette perspective de comment est-ce qu'on commercialise nos produits et le type de support et comment est-ce qu'on s'adresse aux clients cibles chez Planet Art. Donc, Xavier, je te laisse nous défiler les vidéos. Donc, voilà pour Planet Art. Plus précisément, après, sur le deuxième axe du business, on parlait d'AvantQuest, donc l'éditeur de logiciels B2C de premier plan. AvantQuest est parmi les 10 plus grands éditeurs de logiciels pour particuliers dans le monde. Essentiellement, ce business repose sur 3 axes. Donc, la gestion documentaire avec le PDF, la marque phare du groupe est Soda PDF, qui traite d'une multitude de fonctionnalités pour votre gestion documentaire. On a également un segment de sécurité, donc évidemment tout ce qui nous permet de sécuriser ou en fait de protéger votre expérience de navigation en ligne, réparer et optimiser également les produits ou les outils informatiques que vous utilisez. Donc c'est une série de différents produits et de fonctionnalités qui font partie globalement de ce qu'on appelle AdAware, donc qui est à nouveau la marque phare de l'organisation pour la sécurité. Le troisième segment du business, c'est InPixio. C'est un logiciel photo qui nous permet de faire de l'édition. C'est de transformer les souvenirs des gens avec, évidemment, là, ici, cette capacité de créer soit des montages photos ou aussi de, par exemple, lorsque vous prenez des photos et que malheureusement, dans certains cas, à l'arrière, il y a des objets un peu indésirables. Vous voulez peut-être les enlever, les détourer. Vous voulez peut-être également changer les ciels, avoir un ciel qui est tout à fait ensoleillé plutôt qu'ennuagé. Donc, InPixio vous permet d'améliorer, si vous voulez, ces moments cruciaux, donc ces souvenirs que vous avez pris en photo. Les chiffres clés pour AvantQuest, c'est 122 millions d'euros, c'est 86% des revenus qui sont récurrents, c'est environ 11 millions d'utilisateurs actifs par mois dans plus de 160 pays et c'est plus de 675 milliards de marchés adressables estimés aujourd'hui dans les différentes catégories dont AvantQuest joue, parce que pour nous, c'est aussi une partie de plaisir, mais c'est vraiment une bataille de tous les jours. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voit le business sur AvantQuest. Comment vous expliquer un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à, par exemple, McAfee, Big Defender, Avast, Norton, pour tout ce qui est AdAware, et puis Adobe aussi, pour tout, ou Front, enfin Foxit PDF ou PDF Studio. C'est quoi votre avantage un peu concurrentiel par rapport à ces logiciels-là? C'est la question numéro 1. La question numéro 2, vient d'Eric qui dit, voilà, moi je suis client français, on commande un produit, ce produit est fabriqué où, comment il est expédié, d'où il est expédié. Parfait. Donc,
plusieurs questions ou sous-questions, donc je vais les adresser une à une. Lorsqu'on regarde, par exemple, le segment de la sécurité, et bon, vous avez mentionné des sociétés, par exemple, comme McAfee, comme Avast, comme Bitdefender. Dépendamment des différents types de produits, on compétitionne des fois directement ou pas complètement directement avec ces gens-là. Donc, lorsqu'on regarde un produit qui vous permet de surfer le web, d'utiliser votre navigateur en toute sécurité, ce qui veut dire qu'on a un produit qui intercepte, par exemple, et qui vous prévient avant que l'utilisateur ait visité un site qui est potentiellement malicieux, qui pourrait, par exemple, soit vous subtiliser des informations bancaires ou personnelles. Le concurrent direct est vraiment McAfee dans ce cas-ci. McAfee a un produit qui fonctionne à peu près de la même façon que le nôtre. Nous, on a décidé de donner un angle, en fait, au niveau des recherches qui sont sécurisées, qui sont privées. Ce qui veut dire que lorsqu'on propose en échange de ce bandeau de sécurité, de cette analyse qu'on y met sur le produit, en fait, on a également un produit qu'on appelle Private Search, ce qui veut dire que l'utilisateur peut utiliser le site de recherche qui est poussé par AvantQuest et Adaware en toute sécurité parce qu'on ne garde pas en mémoire, par exemple, les recherches des utilisateurs. Donc, c'est vraiment un espace complètement privé, c'est un produit vraiment privé et c'est ce qui amène le produit à se différencier versus, par exemple, un McAfee dans ce cas-ci. Évidemment, les stratégies de commercialisation font également en sorte qu'on ne parle pas toujours aux mêmes clients cibles et ça aussi, c'est une façon qui nous permet d'aller sur certaines niches. Lorsqu'on parle du PDF, oui, évidemment, Foxit, Nitro, Adobe, ce sont tous des concurrents avec lesquels on se bat pour des parts de marché de façon régulière. Chez Soda, par exemple, et chez globalement AvantQuest, on a à l'intérieur de l'offre PDF plusieurs marques et c'est une des points de différenciation pour nous. Pourquoi on a plusieurs marques? C'est que ça nous permet de s'adresser à différents types de clients avec différents types de fonctionnalités et par le fait même, également une stratégie de prix qui est adaptée à nos cibles clients. Et ça, déjà, à la base, c'est une différenciation importante. On est plus orienté, ceci dit, au niveau consommateur que, par exemple, on peut présumer chez Adobe. Donc, du côté du PDF, on a des vecteurs de croissance où on prendra cette technologie maintenant et on ira vendre à des sociétés, mais jusqu'à maintenant, la grande partie de notre chiffre d'affaires est fait au niveau des consommateurs et le fait qu'on ait différentes marques qui sont puissantes, qui sont faciles à utiliser, mais qui n'offrent pas tous le même type de fonctionnalité, nous permet d'avoir une modulation de notre stratégie de prix qui est beaucoup plus grande. Sur InPixio, c'est aussi le cas en termes de stratégie de prix et d'offres features versus, par exemple, un Adobe Photoshop. Pourquoi cet angle-là? On est beaucoup plus jusqu'à maintenant avec des consommateurs qui ont des besoins très précis. Souvent, faire du traitement photo, c'est compliqué. On a fait beaucoup d'investissements en IA dans nos produits. On en a fait dans le PDF, mais on a débuté dans la photo. Et à ce moment-là, on met l'IA au service du résultat final que l'utilisateur veut avoir. Donc, oui, dans certains cas, on s'adresse moins aux experts qui cherchent des résultats très pointus et beaucoup d'outils pour arriver à leur fin. Nous, on a choisi plutôt le côté de la technologie, la simplicité, la facilité d'utilisation. Et c'est pour ça que dans le prochain vidéo qu'on vous présentera, vous verrez un peu comment est-ce que tout ça prend forme à l'intérieur d'InPixio. C'est là l'intégration de l'IA, de la technologie pour faciliter ou amener plus rapidement au résultat final recherché par les utilisateurs. D'accord. Bon, ben on va regarder la vidéo. Donc, ce qu'on vous présentait ici dans la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir évidemment maintenant l'introduction de l'IA générative, ce qui permet aux gens d'aller créer justement des arrière-plans, d'utiliser des produits, par exemple, dans un autre contexte plus professionnel. Et sur InPixio, ça fait partie des plans de croissance, c'est de maintenant être capable d'aller adresser de nouveaux marchés, de nouveaux consommateurs types. Par exemple,
des gens qui vendent des articles au Bon Coin ou sur Marketplace, ou même de sociétés qui, évidemment, peuvent, par exemple, vendre leurs chaussures et qui ont besoin de faire du photoshoot. Et pour faire un photoshoot, ben, on peut aller vers un studio professionnel qui peut être très dispendieux ou utiliser des outils comme ceux que InPixio propose, qui, à ce moment-là, sont vraiment à la fine pointe de la technologie. Donc, c'est un peu les nouvelles audiences que nous sommes en train de développer chez InPixio. Alors, il y a Chris qui demande, apparemment, vous avez lancé FreePrints au Canada. Est-ce que c'est prévu en 2025 dans d'autres pays et pourquoi pas ici? Bon, ben, écoutez, oui, effectivement, on a déjà fait des tests par le passé. Souvent, ce qu'on essaie de faire, ce sont des tests bêta pour être capable de pénétrer de nouveaux marchés. Vous comprendrez que lorsqu'on parle des produits de chez Planète Art, il y a un défi additionnel dans la plupart des cas, c'est qu'il y a un défi logistique. Donc, il faut être, en mesure de fabriquer le produit, il faut être aussi en mesure de le distribuer, il faut être en mesure de le distribuer, et ce qui est non négligeable, à des coûts qui sont raisonnables. Donc, le modèle économique doit faire sens pour la société, ce qui veut dire acheter des clients, du trafic, convertir et avoir une notion de prix qui fait en sorte qu'on est compétitif dans le marché. Et pour ce faire, c'est pour ça qu'on entre dans les marchés en bêta. Donc, le Canada, c'est un nouveau marché cette année. On regardera également d'autres marchés à l'international. Souvent, ce qu'on peut observer chez Planète Art, c'est qu'une partie du catalogue est disponible dans une région, mais pas nécessairement tout le catalogue. Donc, lorsqu'on parle d'expansion géographique, ce sera beaucoup plus l'approche qu'on fera de continuer à prendre de l'expansion et d'offrir plus de produits dans des marchés dans lesquels nous sommes déjà présents. Donc, si on regarde maintenant et on vous parle un petit peu de la distribution du capital au 31 juillet 2024, ben, vous verrez que les dirigeants et administrateurs sont les premiers actionnaires du groupe. Donc, globalement, 24% est détenu de l'actionnariat par les dirigeants et les administrateurs, 12% de fonds institutionnels, 1% d'autodétention et évidemment 63% de flottants sur Claranova, donc un nombre d'actions à 57 millions ou un peu plus de 57 millions d'actions disponibles. Alors, justement, pour ceux qui n'étaient pas à l'information ce matin sur la bourse, les premiers pas en bourse, le flottant, c'est la partie qui a en bourse. Voilà. C'est la partie qui a à la bourse de Paris, voilà, qui se négocie. Voilà, donc le flottant est très important. Donc, sur les chiffres clés, je vais faire rapidement cette portion-là et après, je laisserai peut-être Xavier vous donner un petit peu plus de perspective. Mais bon, si on regarde essentiellement cette année sur 2024, un chiffre d'affaires globalement stable, évidemment, comme on a un business qui est global, bon, on est d'année en année toujours sujet à certains impacts de taux de change. Lorsqu'on regarde maintenant cette année 2024, c'est stable à taux de change constant. Lorsqu'on regarde le ROC normalisé, forte progression du ROC normalisé de 33 millions et maintenant on a fermé l'année et a affiché un résultat à 46 millions. Le résultat net est toujours un résultat net négatif, à peu près dans les mêmes eaux qu'il a été dans les 2 dernières années, cette année à moins 12 millions. Les capacités d'autofinancement nettement améliorées. On clôture l'année avec 40 millions en termes de capacité d'autofinancement et l'endettement net du groupe a légèrement à la baisse de 112 millions qui est maintenant passé à 102 millions. La marge opérationnelle 9,3% et 37 millions en fin d'année de trésorerie disponible. Que signifie One Claranova? Écoutez, pour nous, One Claranova et cette réflexion stratégique depuis ma nomination, et évidemment, je n'ai pas parlé nécessairement de mon parcours, mais pratiquement 20 ans en fait au niveau de la tech. Je suis un des membres fondateurs des sociétés canadiennes qui ont été rachetées par AvantQuest en 2018. Donc, je connais le groupe quand même assez bien. Je connais évidemment AvantQuest très, très bien pour l'avoir dirigé déjà depuis quelques années. Et évidemment, comme j'expliquais, avoir fait partie un peu de ce trio de membres fondateurs du business. Mais lorsque je suis arrivé en poste, évidemment, j'avais une petite idée de ce que étaient les différents actifs du groupe. Ma perspective, mais en prenant le temps de travailler avec les équipes en place, de poser des questions. Ce One Claranova, c'est en fait l'expression de cette première démarche, premier plan stratégique, comment est-ce qu'on voit les 3 prochaines années s'exprimer devant nous.
Chez Claranova, c'est cette mission également. Je vous ai parlé de produits, mais je vous ai parlé aussi de l'IA, de qu'est-ce qu'on fait maintenant pour rendre nos produits plus faciles à l'utilisateur ou sur les utilisations ou le résultat final. Et c'est vraiment de transformer l'innovation technologique en solutions centrées sur les utilisateurs. On ne croit pas que les utilisateurs aujourd'hui ont le temps ni l'envie nécessairement d'apprendre des solutions qui sont complexes, qui leur requièrent de lire des bouquins et de tester. On croit plutôt que c'est d'être capable, en termes de développeurs, de prendre aujourd'hui nos éléments techniques et de les rendre beaucoup plus simples à l'utilisation au final, et donc de rendre cette technologie au service de l'utilisateur. C'est ce que le One Claranova consiste. Alors, juste une question de la part de Charles. Alors, j'ai 2 questions déjà. J'ai même 3 questions puisqu'on parlait du chiffre d'affaires. Quels sont les éléments qui pourraient faire évoluer justement ce chiffre d'affaires? Oui. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce qui explique le résultat négatif en regard d'une marge de 9,8%? Et troisième question pour répondre à Jacques, puisque bon, il a dû voir un petit peu les vidéos ou certains chiffres, il a dû se renseigner. Pourquoi ne pas rembourser une partie de la dette avec la trésorerie ou des opportunités de croissance externe sont dans le viseur? Voilà. Vous voyez, donc, vous allez peut-être en parler après, mais est-ce que, voilà, il y a déjà 3 questions. Xavier est revenu. Donc, si vous pouvez répondre à ces questions en attendant qu'il repartage sa présentation. Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais faire rapidement en ce sens du One Claranova et en parlant en fait des piliers sous-jacents du One Claranova. On va répondre à certaines de ces questions-là et après, on y répondra plus spécifiquement. Donc, si vous me permettrez, je vais faire ce lien-là. Lorsqu'on regarde One Claranova, cette transformation de la techno centrée sur les utilisateurs, ça repose essentiellement sur quoi? Ça repose sur 3 piliers forts pour Claranova. Claranova, maintenant, ce n'est plus une holding de participation. Ce n'est plus 3 sociétés sous-jacentes qui sont là un peu opérant en silo. C'est l'approche d'un groupe beaucoup plus intégré. C'est cette réflexion-là opérationnelle. Et c'est important de mentionner opérationnel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans l'opérationnel, on pense à efficacité. On pense à bien mesurer, aller chercher des synergies. C'est ça qui est important. Et ça, lorsqu'on est plutôt dans une logique de holding de participation, on a des actifs qui opèrent en silo, qui évidemment continuent à croître, mais on ne veut pas chercher ces synergies-là. Donc, ce qui est important aussi, c'est de s'assurer que lorsqu'on parle de synergie, bien, évidemment, c'est de bénéficier de la taille du groupe. Un groupe qui fait plus de 500 millions de chiffre d'affaires, qui a des métiers qui sont très similaires, spécifiquement lorsqu'on regarde Planet Art et AvantQuest, on peut facilement penser que la façon dont on fait de l'acquisition client, qu'on utilise des plateformes comme Google, qu'on utilise des plateformes comme Meta, bien, évidemment, nous avons des équipes dans les 2 organisations qui le font. Donc, pourquoi ne pas, partager nos connaissances, de faire en sorte que les bons coups, on puisse bien les exprimer et les expliquer à chacune des équipes. Et dans certains cas même, ces plateformes-là ont des programmes pour faire des essais, pour tester de nouvelles solutions qu'ils mettent en place. Le fait de regrouper notre approche et de parler d'une seule voix nous donne à ce moment-là beaucoup plus de poids. Ce n'est pas regrouper les équipes, ceci dit, et de faire qu'une seule organisation d'un point de vue légal. Ça restera 2 entités séparées lorsqu'on parle d'AvantQuest et Planet Art. Mais c'est de mettre en commun notre savoir-faire, de bénéficier de la taille du groupe. Lorsqu'on parle de croissance, c'est ça. Lorsqu'on parle de réflexion produit, donc aujourd'hui, l'organisation va continuer à investir et à focusser sur l'IA et la data pour justement conquérir des clients, pour développer le business. Et donc ça, c'est un élément important et un pilier stratégique du One Claranova. Donc évidemment, lorsqu'on regarde globalement le groupe et qu'on se dit, ben, il y a énormément de clients, il y a plus de 5 milliards de points de data que les business, en fait, collectent partout à travers les différentes applications, que ce soit mobile, le site web, etc. Tout ça. Donc, lorsqu'on met cette data au service de l'IA, bien, ça nous permet quoi? Ça nous permet de mieux comprendre, en fait, nos consommateurs. Ça nous permet d'adapter aussi notre stratégie de prix. Ça nous permet d'adapter nos feuilles de route lorsqu'on réfléchit en termes de développement produit. Et l'IA, bien, on compétitionne avec plein d'autres joueurs en IA. Donc,
mieux vaut peut-être regarder à mettre et joindre certains efforts, de parler de nos problématiques qui sont communes. Lorsqu'on regarde InPixio, par exemple, et on regarde FreePrints au niveau de la photo, mais à partir du moment où on met de l'IA dans nos applis pour rendre le résultat final plus intéressant, on améliore cette expérience produit, on améliore également nos taux de conversion pour qu'au final, les clients génèrent plus de fric et qui augmentent leur panier moyen, ou ce qu'on regarde aussi à terme, le LTV, donc le Lifetime Value, c'est la valeur moyenne du client dans son existence chez nous. Donc, ce sont, à travers ce One Claranova-là, des points importants pour faire de la croissance. La croissance, chez nous, maintenant, on la voit d'une façon importante, c'est une croissance rentable. Cette croissance rentable, lorsqu'on regarde globalement sur Claranova, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, bien maîtriser nos coûts d'acquisition, s'assurer qu'on maximise la valeur du client et qu'au final, tout ça nous permette, bien entendu, d'améliorer la performance financière de l'organisation. Parce que il y a une question sur la dette qui est là, qui est importante. Bien, évidemment, l'objectif à la base de tout ce qu'on fait chez nous, qui prime parmi tous les autres, c'est un objectif de rentabilité. Il faut continuer à améliorer les marges chez Claranova. Il faut continuer à dégager plus de fric pour adresser la dette de façon globale. Évidemment, lorsqu'on se compare avec d'autres groupes de tech et on regarde le levier financier global sur la dette nette, on ne fait pas partie des derniers de classe, bien au contraire, mais quand même d'être capable de démontrer au marché que pour nous, c'est un point important, c'est un point de vigilance, d'être capable de remonter le fric vers le haut, donc sur Claranova, pour adresser justement les besoins du groupe qu'on a pour alléger cette dette. C'est ça qui est vraiment, si vous voulez, là, le point commun à travers tout ça. Donc, je vous ai parlé là, rapidement des 3 piliers, on parlait de synergie, on parlait d'un groupe intégré, capitalisé sur l'IA et la data. Et vous pensez que vous allez pouvoir, parce que vous êtes présent dans tout le monde entier, donc comment vous allez arriver à faire des synergies entre Planet Art et AvantQuest alors que vous êtes un petit peu partout dans le monde? Alors, est-ce que c'est justement grâce à l'IA? Est-ce que c'est une meilleure CRM? Est-ce que justement vous utilisez, donc vous avez parlé des plateformes, convergence des plateformes, des canaux, des marques, etc. Voilà, comment vous allez faire? Excellente question. Le fait qu'on soit distribué partout ne change pas beaucoup à cette problématique-là, parce que c'est une connaissance marché, c'est une connaissance langage, etc. Souvent, on a des équipes, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada ou peu importe, qui déjà, eux, adressent ou s'adressent sur plusieurs marchés un peu partout. Donc, c'est plutôt une convergence, dans certains cas, de plateformes, d'outils, qui nous permettront de négocier de meilleures ententes commerciales avec, entre autres, ces entreprises-là qui nous donnent le service dans lequel on bénéficie, et un partage de connaissances. Des équipes, par exemple, d'acquisition client sur Montréal et des équipes d'acquisition client en Californie, jusqu'à maintenant, ne se parlaient pas ou ne parlaient pas d'une voix unie, par exemple, à un Google ou à un Meta. Aujourd'hui, de réfléchir, de voir comment on peut faire ça, ça fera partie définitivement des choses qui seront mises en place par le groupe pour les prochains mois. Juste une petite question, parce que vous allez développer donc l'IA, mais pour développer l'IA, il va falloir investir. Oui. Et pour investir, vu la hausse des taux d'intérêt, c'est pas un peu compliqué, parce que là, on est passé des taux d'intérêt négatifs à des taux d'intérêt, enfin, je vois en France, à 10 ans, on est à 3, même si la BCE baisse ses taux courts cette semaine, c'est les taux vraiment courts, c'est pas les taux à 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Je pense que vos emprunts sont sur du 5 ans à peu près. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contrainte, justement, un frein un petit peu? Parce qu'il faut investir pour pouvoir être toujours à la pointe. Et ça, c'est la première question. Ensuite, il faut peut-être acheter des marchandises. Et vu tout ce qu'il y a eu au niveau des pénuries, au niveau du prix, la variation des prix des matières premières et tout ça, justement, comment vous arrivez à gérer tout ça? Puisque c'est une performance, comme vous dites, rentable. Donc, il faut diminuer les coûts, augmenter les profits. C'est une excellente question. En premier lieu, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est que chez Claranova, lorsqu'on a investi en IA, on a investi beaucoup dans ce qu'on appelle les neural networks, donc l'apprentissage des algorithmes déjà existants. Nous ne développons pas nos propres algorithmes. Donc, on travaille à partir d'algorithmes. Donc, ce qui veut dire que déjà, en termes de mentalité et de besoin d'investissement, on ne parle plus du tout de la même chose. On utilise déjà des plateformes existantes, que ce soit par exemple chez Amazon, que ce soit chez Microsoft,
qui ont des sous-segments dans ces plateformes-là avec des outils d'IA déjà existants. Donc, l'important après, c'est de prendre le résultat souhaité, de prendre des photos, d'exploiter la data, comme je vous disais un peu plus tôt, et d'entraîner les modèles, d'entraîner les algorithmes pour, en fait, nos besoins très particuliers. Et à partir du moment où on peut faire ça de façon commune le plus possible, photo, par exemple, comme je mentionnais plus tôt, fait en sorte qu'effectivement, un, on améliore les résultats, deux, on a besoin de moins d'investissement de capitaux pour arriver à le faire, parce que ce sont surtout à ce moment-là de l'intelligence. Ce sont des ingénieurs, ce sont des développeurs qui réfléchissent à des problématiques communes. Lorsqu'on parle de serveurs, par exemple, également, on est dans des situations où on fait souvent de la location. Donc, la leasing. Leasing, exactement. Donc, on utilise des plateformes qui ont déjà, en fait, ces outils-là en place et qui nous permettent d'avoir une scalabilité qui est très intéressante. Donc, on peut grandir à besoin et c'est beaucoup plus simple en termes de gestion de capital. Lorsqu'on parle après, par exemple, évidemment, de l'avènement de Donald Trump et le retour de Donald Trump au pouvoir des États-Unis, nous, une partie de notre business, comme il est global, vendre un peu partout dans le monde, on est plus ou moins affecté par ça. Par contre, le côté qui est plus à surveiller aujourd'hui, bon, on verra comment tout ça se passera, c'est qu'il y a une partie, on fabrique chez nous, on fabrique aux États-Unis, donc on n'est pas impacté. Voilà. Mais dans certains cas, par contre, il y a des produits qui viennent de l'étranger, dont de la Chine. Et là, ça reste encore à ce moment-là plutôt énigmatique sur quel sera l'impact. Ceci dit, lorsqu'on regarde globalement la distribution des revenus, où les revenus, la profitabilité est reconnue, est faite, et les marchés très forts et porteurs pour l'organisation, on n'anticipe pas de grands impacts par les changements politiques aux États-Unis. D'accord. Et au niveau des devises, comme vous êtes en plein pays, vous avez chez vous, vous avez un service qui s'occupe de risque de change ou comment ça se passe? Vous faites payer en dollars, vous importez en dollars, etc. Donc, c'est une excellente question. On a des dépenses dans plusieurs devises également, ayant des ressources, par exemple, en Europe, évidemment, c'est l'euro, ayant des ressources au Canada, c'est le dollar canadien, ou aux États-Unis, vice-versa, vous comprenez bien. Donc, quand on vend dans plusieurs pays, on a la possibilité, avec nos plateformes de e-commerce, de compléter la transaction dans la devise locale, ce qui veut dire qu'on gère également plusieurs devises. Donc, on ne reçoit pas que, par exemple, des dollars américains, on reçoit des euros, on reçoit des dollars américains. Donc, on joue cet arbitrage pour essayer d'utiliser les dollars américains pour payer les dépenses en dollars américains et vice-versa. Donc, diminuer, ainsi dit, notre impact sur les taux de change. Et effectivement, dans les filiales maintenant, de plus en plus, on travaille avec des sociétés, des prestataires externes pour prendre des contrats de change, pour diminuer notre impact au change. Ça fait partie d'un des objectifs. Vous avez des protections contre le risque de change au cas où. OK. Alors, j'ai juste une question de la part d'Henri. Est-ce que vous êtes implanté physiquement? Vous avez des entreprises, des usines, je ne sais pas, en Amérique du Nord, mais c'est Canada, ou c'est simplement une gestion du business à distance? Non, nous sommes impliqués physiquement. On a un grand bureau sur Montréal qui a un peu plus d'une centaine de collaborateurs pour AvantQuest. Aux États-Unis, avec Planet Art, on a une usine et de la production dans le Midwest américain. Il y en a à Minneapolis, il y en a dans la région de Chicago. On a des bureaux également en Californie. Donc, les États-Unis demeurent une plaque importante en termes de ressources pour le groupe. Il y a une question tout à l'heure à laquelle nous n'avons pas répondu et ça fait le lien avec ce qui vient d'être évoqué. Oui. Lorsque les produits physiques qui concernent Planet Art, notamment les photos ou autres, lorsqu'elles sont diffusées sur le marché américain, elles viennent des usines ou des sites qu'évoquait Eric tout à l'heure. Et lorsque nous sommes en Europe, l'Europe est couverte depuis le UK. En fait, on est implanté à Londres, et c'est de là que partent potentiellement les objets personnalisés que vous pourriez recevoir en France. Donc ça vient d'Angleterre, ok. Juste une question pour répondre à Bernard, peut-être que ça va être précisé tout à l'heure dans les slides, mais à quand un résultat positif? Oui, on va y venir. Voilà, Bernard, un petit peu patient, on va y venir. Je vous pose que là, en avance, il y a beaucoup de questions qui sont en avance, et on les recomplétera derrière. Ok. Donc, écoutez, je ne passerai pas beaucoup de temps sur ces slides-là parce que, bon, on a parlé plutôt de l'IA, on a démontré les vidéos, l'exploitation de la data, etc. Donc, Xavier, moi, je pense qu'on peut peut-être passer rapidement.
Laissez-nous plutôt vous présenter également lorsqu'on réfléchit en termes de IA, en termes de produits. On vous a présenté une Pixio. Maintenant, laissez-nous vous le présenter au niveau du PDF. Et puis, ça vous permettra peut-être d'imager un peu comment est-ce que tout ça prend forme. Oui, alors j'avais juste une question, je ne sais pas si vous allez l'aborder, mais est-ce que c'est bouclé la vente de MyDevice? Donc, on l'abordera. Je peux le faire maintenant, mais non, ce n'est pas bouclé. C'est un processus qui est bien entamé, par contre. On a retenu une banque d'affaires au début novembre et on est plutôt dans la finalisation de tout le matériel qu'on a besoin pour procéder justement à la mise en marché, si vous voulez, de l'actif de MyDevices et de parler à différents acteurs. D'accord, merci. Voici notre nouvel assistant IA, votre aide intelligente dans Soldat PDF Online. Grâce à Assistant IA, vous obtiendrez des informations et des réponses instantanées. Il vous suffit de télécharger votre document pour obtenir des résumés et des réponses à vos questions. C'est une façon intelligente de faciliter votre travail et d'obtenir les informations dont vous avez besoin en un rien de temps. Découvrez dès aujourd'hui cette nouvelle fonctionnalité de Soldat PDF Online et apprenez comment elle peut booster votre productivité. Donc, à nouveau, j'ai parlé un peu des points de data, mais juste pour vous donner une idée, plus d'une transaction seconde, plus dans 160 pays, 100 millions d'utilisateurs actifs, plus de 5 milliards de points de data. Donc, ça nous permet vraiment d'aller et d'exploiter la data au maximum et de créer, en fait, justement, des opportunités de synergie pour le groupe. Donc, les opportunités de croissance, le rendement sur les investissements clients, c'est hyper important. L'ARPU, donc, c'est le revenu moyen par utilisateur. Je vous ai parlé des expansions, en fait, dans le B2B au niveau, par exemple, de Soda PDF. On peut regarder du côté également de Planet Art. Il y a déjà, depuis quelques années, des entreprises, des sociétés qui font ou utilisent nos plateformes pour faire des objets personnalisés. Mais cette année, on met un effort conscient, surtout dans la deuxième moitié de l'année. Et on a parlé des extensions en zone géographique. Donc, tout ça sera porteur de vecteurs de croissance ou de relais de croissance pour l'organisation. Les performances financières. Je passe la parole à Xavier qui vous expliquera nos chiffres et comment on voit l'avenir. Le plan One Terra Nova donc, un objectif principal, c'est de maximiser la valeur actionnariale à long terme. Et on reprend ici les principaux axes évoqués par Eric tout à l'heure, générer de la croissance, augmenter la rentabilité et renforcer notre bilan. Donc, si nous regardons comment nous avons traduit ces objectifs dans la perspective du plan, un plan à 3 ans, donc on parle ici d'un exercice qui commence aujourd'hui en année 2025 à horizon 2027, 3 ans. On nous a pris un engagement de croissance du chiffre d'affaires compris entre 5 et 8%, une fourchette comprise entre 5 et 8%. Donc, vous le voyez, une cible à l'horizon 2027 de 625 millions d'euros ou 575 millions, entre 625 et 575. L'objectif d'amélioration de la rentabilité est un objectif fort. Vous le voyez, nous partions de 9,3 à la clôture du 30 juin 2024. L'objectif est d'atteindre des niveaux supérieurs à 10%, qui est notre objectif historique, et donc de viser une rentabilité autour de 13 à 15%. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas de notion financière, le ROC, c'est le résultat opérationnel courant. Voilà, donc c'est un résultat opérationnel courant normalisé. Vous l'avez sur toutes nos communications. C'est l'équivalent d'un EBITDA, mais retraité, ce que nous avons des retraitements IFRS liés notamment aux situations aux États-Unis, principalement sur les loyers ou autres. Donc, nous faisons ces retraitements. Et donc, c'est la partie opérationnelle, la rentabilité opérationnelle qui donne la meilleure vision de l'activité propre de l'entreprise. Autre élément important, et ça fait le parallèle avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure en matière d'investissement. Donc, nous avons un objectif de désendettement et de maîtrise de notre dette de façon plus globale. On a connu sur l'exercice un gros chantier de restructuration de dette. Nous étions très contraints sur les dettes passées qui étaient extrêmement importantes, qui devaient être remboursées notamment à l'été 2024. Et donc, nous avons restructuré cette dette. Et aujourd'hui, l'engagement qui est pris dans ce plan, c'est un désendettement progressif de la société. Donc, pas de nouvel investissement de prévu et pas de nouvel endettement de prévu. Voilà. Donc, pour faire un parallèle avec la question antérieure sur comment on fait notre développement en matière de
comment nous menons nos développements et comment nous investissons sur la base de notre rentabilité propre, hein, du cash que nous générons au niveau opérationnel. Un point également sur l'engagement sociétal et environnemental de l'entreprise. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ne pas être très sensible à cette dimension, hein, toutes les parties extra-financières. Donc, sachez que nous travaillons énormément dans ce domaine. Nous sommes même relativement en avance et c'est aujourd'hui quelque chose qui transpire dans toute la société, à tous les niveaux. Donc, bien évidemment, au niveau du conseil d'administration, mais également du comité RSE qui pilote cette activité-là. Et aujourd'hui, nous avons petit à petit, si je peux dire, coché les cases de certains passages obligés. On prépare la CSRD, qui est un volet extrêmement important pour les sociétés de notre nature. Et donc, nous sommes aujourd'hui plutôt en avance sur ce chantier. Nous avons déjà fait nos travaux d'analyse de matérialité par exemple, fait notre bilan carbone. Donc, des éléments assez positifs. Nous sommes bien évidemment potentiellement à impact. Hein, nous transportons des objets, des photos, et donc c'est bien évidemment important pour nous de pouvoir garantir que ces impacts soient le plus limités possible. Donc Clara Nova a une opportunité d'investissement. Hein, donc, nous vous l'avons dit, dans des produits de premier plan, hein, commercialisés via de vastes marchés adressables. Donc, on a un champ, si je peux dire, des possibles extrêmement important. Une équipe focalisée sur le renforcement du bilan et de l'augmentation de la valeur pour les actionnaires. Donc ça, c'est notre chantier aujourd'hui principal. Là, on a connu une période de transition. Aujourd'hui, ce nouveau plan a vocation à renforcer notre bilan, à maîtriser notre dette et à en faire baisser le coût. Une nouvelle stratégie au service de l'amélioration de la croissance et de la rentabilité. Je vous le disais également précédemment, pas de nouvel investissement, mais focalisation sur l'excellence opérationnelle de façon à générer de la rentabilité, cette rentabilité investie dans le développement et l'innovation qui est ici indiquée, l'innovation renforcée avec la création de nouvelles technologies. Donc un groupe, aujourd'hui, Clara Nova, c'est un groupe plus intégré et axé sur la création de valeur dans la perspective de 2027, notre plan 2027. En matière de relations investisseurs, donc sachez que nous avons un club d'actionnaires qui est extrêmement actif, hein, plus de 400 membres et des réunions assez fréquentes. Nous essayons également d'être très présents sur les différents salons, forums, de façon à pouvoir communiquer. Puis vous avez également à votre disposition en permanence, si je peux dire, une ligne ouverte pour pouvoir échanger. Et j'espère que ce type de rendez-vous comme aujourd'hui nous permettent de répondre à vos questions. Ouais, alors il y a eu pas mal de questions là sur le cours de bourse. Il y en a qui ont acheté à 4, il y en a qui ont acheté à 7. Là, je crois qu'on est à 1,38 à peu près aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il y a un participant qui m'a dit pourquoi ne pas coter Planète Art sur Nasdaq? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas peut-être judicieux de faire une IPO, enfin, je sais pas, une introduction en bourse sur le Nasdaq de Planète Art? Voilà, donc c'est déjà la première question sur le Nasdaq. La deuxième, c'est vrai qu'il y a plusieurs participants qui disent, voilà, moi j'en ai, qu'est-ce qu'on peut espérer? Quels sont un peu dans les objectifs pour l'actionnaire particulier, et puis peut-être vous et d'autres aussi institutionnels je sais qu'on ne peut pas, bien sûr, prévoir la bourse et l'offre et la demande, voilà. Maintenant, il y a eu une restructuration. Vous êtes en train de lancer One Clara Nova. Donc, qu'est-ce que vous espérez, entre guillemets, pour les porteurs, les actionnaires? Bien sûr. Alors, je pense qu'il y a plusieurs composantes dans la perspective de l'action. Hein. Il y a à la fois le pôle d'histoire. Hein. Malheureusement, la communication autour de Clara Nova a été un peu perturbée sur les dernières années. Je pense qu'aujourd'hui, la restructuration qui a eu lieu, la mise en place d'une nouvelle gouvernance est un signal fort. Hein, donc, je veux dire, ces sujets-là sont derrière nous. Je faisais tout à l'heure référence aux critères extra-financiers ESG. Typiquement, ça fait partie des choses qui peuvent pénaliser ce type d'approche. Deuxième élément, on a historiquement, vous l'avez vu, un flottant extrêmement important. Donc là, il s'est un petit peu réduit, mais l'existence d'un flottant très important, ça a des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a moins de liquidité, il y a des problèmes, des sujets de ratio d'emprise pour des plus gros investisseurs. Voilà, donc il faut qu'on reconstruise petit à petit cette confiance pour que nous réaugmentions, si je peux dire, notre capitalisation boursière. Et l'autre élément, c'est également la restitution que nous ferons de cette rentabilité. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a clairement
une attente forte en matière de rentabilité. Donc, nous avons pris cet engagement. Nous progressons chaque année, mais clairement, elle est encore à 9,3, elle est encore en dessous de nos attentes. Quand on cible 13 ou 15%, c'est clairement l'objectif d'être en mesure de répondre à ces attentes tout à fait logiques du marché. Je vous le disais également, nous avions des charges très importantes liées à notre dette. Donc, nous avions un mur de dette à l'été qui a été restructuré. Cette dette-là avait aussi pour particularité d'être très mal intégrée en approche IFRS, donc en logique consolidée. Ça me permet de répondre à la question sur nos résultats financiers. Cette dette a eu pour effet d'impacter nos résultats financiers, puisqu'en fait, le nominal augmentait, et donc le traitement IFRS imposait d'inscrire les augmentations de ce nominal dans nos résultats financiers. Et malheureusement, ça a pour effet de réduire le résultat net à terme. Voilà, donc on a absorbé, je peux dire, cette histoire liée au financement, enfin à la structure de la dette derrière nous. Donc on a aujourd'hui refinancé cette dette sur un schéma tout à fait classique, et donc on a la nécessité, enfin on n'aura plus cet impact-là, et la cible de reconstituer nos capitaux propres et d'avoir des résultats nets positifs, c'est évidemment un objectif fort qui est traduit dans les objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà. D'accord. Juste pour dire, mais désolé, je peux peut-être vous poser la question. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais juste une petite question, parce qu'au niveau de la saisonnalité, parce que c'est vrai que Planet Art et AvantQuest marchent beaucoup, notamment quand il y a le Black Friday, il y a les fêtes de fin d'année, il y a, etc. Donc, je pense que la majeure partie des ventes du chiffre d'affaires, du coup, se fait pendant cette période. Ça peut être Pâques, ça peut être Thanksgiving, ça peut être tout un tas de choses. Donc, c'est plutôt à la fin de l'année. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, peut-être, je ne sais pas, une opération externe ou autre chose, pour lisser ça davantage pendant l'année? Écoutez, c'est une excellente question. Effectivement, on reste des business qui sont résolument impactés ou dépendamment de certaines grandes périodes dans l'année. Donc, lorsqu'on parle également de croissance et qu'on parle de développer des segments B2B, ce sont des segments qui réagissent pas du tout ou très, très peu à la saisonnalité. Ça nous permettra à ce moment-là, effectivement, d'étaler sur plusieurs mois cette performance globale de l'organisation. Donc, non seulement on a des briques technologiques dans le cas d'AvantQuest, et on a maintenant développé aussi une plateforme qui est beaucoup plus susceptible de mieux servir les clients B2B. Ça fait partie de la stratégie pour essayer de diminuer l'impact de saisonnalité. Ceci dit, c'est tellement fort dans le groupe aujourd'hui que ça restera un moment important. Il ne faut pas penser qu'on réussira à tout aplanir à ce moment-là de ce côté-là. D'accord. Je vais rebondir du coup pour finir la question, la question est reposée. Oui. Donc il n'y a pas de projet de cotation au Nasdaq aujourd'hui. Notre focalisation est plutôt clairement de faire monter la bourse française. Voilà. Et donc le plan a vocation à améliorer les fondamentaux de Claranova SE côté en France. Voilà. Donc clairement il n'y a pas de projet à court terme dans cette autre. D'accord. Donc pour l'instant, pas de projet pour le Nasdaq. Ça, c'est pour répondre à une question. Alors c'est vrai, je vais revenir là-dessus. Enfin, on l'avait déjà un peu expliqué, mais il y a Bernard qui me dit voilà, le chiffre d'affaires, c'est une chose. La marge bénéficiaire, c'est autre chose. Comment comptez-vous rétablir cette marge bénéficiaire et donc la rentabilité? Donc, il y a essentiellement, lorsqu'on regarde la performance des deux divisions, AvantQuest pour débuter. AvantQuest, souvent, lorsqu'on regarde et on parle de sociétés qui sont cotées en bourse ou on parle de compétiteurs, on parle souvent du Magic 40. Le 40 magique, c'est quoi? C'est cette combinaison de marge d'EBITDA et de croissance du business qui fait normalement que ce sont des actifs les plus intéressants sur lesquels on veut se positionner, investir, etc. AvantQuest est déjà là. On a une marge opérationnelle, évidemment sans charge, frais sociaux, etc., mais siège, qui combine entre croissance business et marge plus de 40%. Où c'est plus difficile, et en toute transparence, la performance de Planet Art n'est pas au niveau satisfaisant. Lorsqu'on regarde Planet Art et on la compare avec d'autres joueurs et d'autres acteurs du marché, on n'a pas les marges qu'on devrait avoir. Donc, lorsqu'on parle d'optimisation de business, lorsqu'on parle de synergie, ça fait partie des choses qu'on regardera. Lorsqu'on parle également d'aller
prendre de la distribution dans un nouveau pays. C'est oui, évidemment, entre, par exemple, les possibilités qui nous permettent de faire des synergies entre Planète Art et AvantQuest, mais c'est aussi avant tout de s'assurer qu'on a des équipes qui sont suffisamment axées sur les bons projets, les bonnes priorités, revoir le catalogue, revoir les marges bénéficiaires, renégocier peut-être certaines ententes, créer des opportunités de vente croisée. Tout ça fera en sorte qu'on va améliorer la rentabilité. Ça peut peut-être vouloir dire aussi, dans certains cas, qu'il y a certains produits qu'on décidera, parce que les marges sont moins bonnes, de ne plus offrir. De céder. Il y a peut-être des entités à céder, peut-être aussi aux États-Unis ou ailleurs, non? Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Évidemment, lorsqu'on regarde AvantQuest, oui, il reste du business non-core, mais le business non-core aux États-Unis pour AvantQuest a probablement certains morceaux dans lesquels on pense qu'on pourrait revaloriser. Donc, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, bon, il y a eu plein d'autres sujets et on y viendra, mais ça fera partie des objectifs sur lesquels on améliorera en se départissant d'activités qui ne sont pas profitables. On fera un peu la même analyse sur Planète Art. Mais il y a vraiment une analyse globale de stratégie marketing et de produits et du portfolio produit qui est à évaluer aussi du côté de Planète Art. D'accord, parce qu'en fait, Planète Art, c'est quand même 365 millions, je crois, d'euros de chiffre d'affaires et AvantQuest, c'est 122. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup de marge, on va dire, c'est vrai, sur AvantQuest. Et donc, c'est Planète Art qu'il faut arriver avec les synergies, comme vous avez parlé, entre Planète Art et AvantQuest, etc., pour transformer, peut-être aussi, augmenter ce fameux taux de conversion client, enfin prospect du moins. Augmenter, c'est ça le revenu moyen par utilisateur, c'est un peu ça. Exactement, et donc de s'assurer que par la techno, par l'IA, par le data également, qu'on propose des produits à valeur ajoutée à ces clients-là, ce qui nous permettra d'augmenter les paniers moyens, d'augmenter justement la valeur moyenne des utilisateurs. Donc, les équipes sont évidemment déjà dans cette logique-là, mais maintenant de s'assurer qu'on puisse offrir tout le catalogue produit d'un côté comme de l'autre créera également des synergies et des opportunités de revenus croisés. Donc, ça fait partie des choses qui seront mises de l'avant. Et lorsqu'on parle également de changements qu'on a fait au niveau de la direction, on a maintenant Isabelle Frenette, qui est notre vice-présidente exécutive au niveau, par exemple, des ressources humaines, qui nous aide à évaluer les ressources, le talent, d'optimiser nos structures. C'est important parce qu'au final, déployer les bonnes ressources sur les bons projets, ça paraît simple, mais évidemment, dans les tâches, il y a des économies justement à aller chercher. Donc, ça fera partie des choses qui seront étudiées pour améliorer nos marges bénéficiaires. Bon, alors je vois que le temps passe vite. Il y a eu beaucoup de questions. Juste peut-être un petit mot pour dire, qu'est-ce qui vous permet de penser que vous allez réussir dans ce challenge? Voilà, ça c'est voilà, donc c'est Bernard qui pose la question parce que c'est un challenge. Voilà, c'est vous restructurez, etc. Vous avez fait un plan pendant 3 ans. Voilà, et puis encore un dernier petit mot pour les actionnaires. Voilà, qu'est-ce que pour vous, on peut pas dire combien vaut. On peut pas dire combien vaut Claranova parce que c'est trop complexe. Il y a plusieurs façons de calculer un cours de bourse. Bref, je ne peux pas faire un cours là-dessus non plus là-dessus. Mais qu'est-ce que vous espérez, du moins, on va pour cette deadline, je ne sais pas, 2027, puisqu'on est jusqu'à 2027. Écoutez, je pense même que les deux questions peuvent être abordées un peu de la même façon. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de croire qu'on réussira notre challenge? Lorsqu'on prend un nouveau défi comme celui-là, comme celui que j'ai accepté, on regarde évidemment les actifs de la société. Les actifs de la société, c'est quoi? C'est avant tout pour moi les gens. On a des gens qui connaissent le métier, qui y travaillent depuis très longtemps. On a des opérateurs de très grande qualité, que ce soit au niveau de Planète Art, au niveau d'AvantQuest. Lorsqu'on crée après des plateformes, des moments d'échange, des moments de discussion pour partager le savoir-faire, lorsqu'on met ces gens-là, nos meilleurs talents, nos meilleurs négociateurs, pour parler à des partenaires, pour probablement aller chercher des meilleures ententes commerciales ou, par exemple, de nouveaux outils pour être parmi les premiers qui testeront de nouvelles fonctionnalités, ça nous permet d'être très positifs face à l'avenir. On reste un groupe qui est résolument axé sur la techno, sur l'innovation, sur l'IA, et on a une taille que pas énormément d'autres gens et compétiteurs ont. De façon combinée, on a beaucoup d'éléments, on a d'excellents produits,
qui nous permettent de croire qu'évidemment, on a tout pour pouvoir réussir dans notre challenge. On a parlé de gouvernance, évidemment, lorsque la gouvernance est malmenée, lorsqu'on a des défis avec nos actionnaires ou les gestionnaires, c'est toujours un peu plus compliqué de se focusser sur le business. Et c'est le business, c'est l'opération, et plus nos gens sont focusés sur ce qu'on a besoin de faire, meilleurs seront les résultats. Je vous dirais de quoi et quel est le message que moi je peux dire aux actionnaires. Bien, lorsqu'on regarde les différents morceaux de l'activité de Claranova, vous avez mentionné des compétiteurs plus tôt, vous avez mentionné Avast par exemple, vous avez mentionné Bitdefender, vous avez mentionné McAfee, on peut regarder évidemment Nitro-PDF, on peut regarder des Siwi par exemple au niveau de Planète Art, on peut regarder Dessiné, on peut regarder, il y en a plein, hein, des Moonpig de ce monde, etc. Bien, si on se concentrait sur la valeur potentielle de chacun de ces actifs que Claranova a, regardez les comparables pour ce qui est de AvantQuest, regardez les comparables pour ce qui est de Planète Art, faites vos propres analyses. D'après vous, si vous faites ces analyses-là et vous faites la somme de ce que pourrait valoir, par exemple, et le potentiel d'un AvantQuest et le potentiel d'un Planète Art, ben, c'est à vous, en fait, et c'est pas à nous de vous dire, mais c'est à vous de dire, ben, si ce potentiel-là est réalisé, quel pourrait être l'impact sur le cours de bourse et la valeur. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vous dis, le message, c'est que Claranova, on a des actifs de qualité, on a des produits de grande qualité, on a un plan stratégique aujourd'hui qui est beaucoup plus clair parce qu'on vive une excellence opérationnelle et on a une gouvernance renouvelée, ce qui nous permet d'être très confiants dans notre avenir. Et on espère que vous allez nous suivre dans cette prochaine phase de croissance et de création de valeur pour tous nos actionnaires. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Voilà, ça fait 1 heure qu'on était en train de faire ce petit webinaire donc, sur Claranova. Merci Eric, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci Eric, merci Xavier. Donc, je vous rappelle Claranova. Le mnémonique, c'est CLA. Ça fait partie de l'Eurolist compartiment C. C'est une valeur éligible au PEA, PEA, PME, entre autres. Voilà. Mais écoutez, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci Eric, merci Xavier. Allez, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Merci Allez, Christian. Merci, au revoir. Allez, au revoir.